L'État saoudien a oublié de me payer 20 millions de dollars. On dit toujours gagnant-gagnant, win-win, etc. Vous pouvez gagner en expérience, mais pas forcément en argent. L'erreur, souvent, des Français, je l'ai vu, surtout des Français, c'est qu'ils vont à un déjeuner, et pour eux, c'est un déjeuner d'affaires. Ils vont essayer de parler d'affaires. Mais ça ne se fait pas, c'est pas bien. Moi, j'ai appris ce que c'est la force que l'on obtient quand on vous fait confiance. Parce qu'on est responsable, on devient responsable. Les matchs de boxe, les courses à pied, voilà, les courses de ski. Donc je ferai une devise avec mon vécu asiatique, ce qui serait plutôt responsabilité, équité, partage, voilà. Chaque dimanche matin sur ma chaîne YouTube Grand Angle, une interview d'une personne avec un parcours extraordinaire qui nous inspire. Vous pouvez aussi écouter le podcast sur grandangleeco.com/podcast. Allez, c'est parti. Yves Bertrand, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. J'ai voulu t'inviter parce que tu as un vécu donc dans le consulting actuellement, puisque tu as deux sociétés notamment de consultants, donc une en Suisse et une à Hong Kong, et notamment tu as toute cette expérience actuelle sur les différences entre l'Asie et l'Europe, et ça c'est un thème que je travaille beaucoup sur les différentes chaînes Grand Angle. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord le métier de consulting pour toi dans ton cabinet à Hong Kong et en Suisse, pour te présenter un peu et savoir ce que tu fais? Bon, merci de cet accueil, surtout dans un lieu comme celui-ci, celui où Robespierre a signé la devise liberté, égalité, fraternité. Moi, je dirais que je ferais une devise avec mon vécu asiatique, ce qui serait plutôt responsabilité, équité, partage. Voilà. Bon, pour revenir à la Chine, mes expériences en Asie ont commencé déjà il y a 50 ans. À l'époque, en tant que consultant, je conseillais des sociétés suisses, notamment, à vendre leurs produits, et notamment l'horlogerie. C'est quel contexte politique en Chine à cette époque-là? À cette époque-là, en Chine, quand j'ai commencé, c'était en 71, en 70 même. En Chine, c'était fermé. J'ai failli aller en Chine en 66, et j'étais là au moment au début de la révolution culturelle. Donc ça s'est fermé, je n'ai pas pu y aller. J'avais une porte d'entrée possible parce que j'avais rencontré et photographié le Premier ministre Zhou Enlai en 1954. Tu peux rappeler ce que c'est la révolution culturelle, parce que ça parle pas forcément à tout le monde et pourtant c'est une période charnière pour la Chine. Oui. Mao Zedong, influencé par un certain groupe de personnes, a considéré, à juste titre d'ailleurs, que le communisme qu'il avait voulu mettre en place, qu'il avait mis en place en 1949, était en train de partir dans toutes les directions, et les Chinois étant de bons commerçants, ne s'occupaient plus du communisme. Et ils ont voulu reprendre en main sur l'idée de la révolution culturelle, parce qu'ils voyaient une influence occidentale qui s'infiltrait dans la Chine communiste. Donc, ils ont repris toutes les bases du communisme chinois, qui n'est pas le même que le communisme soviétique. Parce que le communisme chinois est basé sur les paysans, sur le monde agricole, qui représentait 80-85% de la population chinoise. Il faut dire que la révolution chinoise, elle n'est pas partie des villes, elle est partie de la campagne.
même si le Parti communiste, qui a fêté ses 100 ans dernièrement, a été créé sur territoire français pratiquement, puisque c'était dans la concession française. Et ils ont dû se sauver en 1927 dans la région de Nanshan, dans les montagnes, parce qu'ils ont été prévenus d'ailleurs par des informateurs français que Chiang Kai-shek avait lancé des gens à leur trousse. Donc ils ont dit, quittez la concession française, partez vous cacher autre part. Donc tout le principe et la révolution culturelle, elle est venue du fait que il n'y avait plus cet élan de départ qui a donné lieu à la répartition des richesses et des terres, qui a été la base de la révolution chinoise. C'est pour ça que les soviétiques étaient très fâchés toujours avec Mao Tse-tung, parce qu'ils voulaient appliquer la révolution industrielle. Mais il y avait peu, à part Shanghai et quelques lieux où il y avait du textile et un peu de mécanique, il y avait peu d'industrie en Chine. La Chine était à un niveau de développement industriel extrêmement faible. Ceux qui avaient développé, si c'était par exemple des voies de chemin de fer, c'était les Allemands, c'était les Anglais ou les Français. Ce n'étaient pas les Chinois. Les Chinois étaient envahis. Donc, quand le pays s'est refermé et a expulsé les étrangers, les derniers, ça a été vers 1953, ils ont essayé de modifier la mentalité, mais il y avait une certaine résistance passive, parce que pour le Chinois, tout d'un coup, de devenir propriétaire de la terre, il devenait possédant. Donc le mot communisme, c'était moins prenant, voilà, dans leur esprit. Et en 1966, il a fallu revenir sur les notions de base. Et c'est là où on a commencé à s'occuper de ce que chacun pensait. Et là, les luttes personnelles, d'ailleurs, ont joué un très grand rôle. Ça a duré 10 ans, jusqu'en 1976. Et il y a eu énormément de règlements de compte dans le parti, et notamment le père de Xi Jinping, qui a dû faire son autocritique, il me semble. Tu m'arrêtes si j'ai des bêtises, mais à l'époque, Xi Jinping, justement, il plantait des patates à la campagne parce que son père était sous le feu de la dénonciation du parti. Plus de la moitié des Chinois sont allés travailler à la campagne. Alors les étudiants, les ouvriers, les villes, tout ça, on les a envoyés à la campagne. On a dit, allez voir ce que c'est vraiment la vie du Chinois. La vie du Chinois dans la campagne, dans les montagnes. Donc la moitié du pays a passé par là. Et ils ont vu ce que c'était que la vie dure. Donc le père de Xi Jinping et Xi Jinping lui-même a connu cette période. Tous mes amis ne parlaient pas volontiers de cette période, parce que pour les Chinois, c'était presque une honte. Une honte. D'avoir été ramenés comme ça, d'avoir été dépouillés de tout ce qu'ils avaient, parce que qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait quand même une bourgeoisie en Chine. Donc il a fallu tuer l'esprit du bourgeois dans le chinois. C'est pour ça qu'on les a envoyés. On les a rééduqués. Même l'empereur, le dernier empereur, il a été rééduqué. Il est devenu jardinier, horticulteur, il a été rééduqué. Donc là, à ce moment-là, donc la révolution culturelle, la Chine se ferme, les grands cadres du parti règlent leur compte,
et le père de Xi Jinping sera réhabilité, je crois, par Deng Xiaoping Oui. 10 ans plus tard ou 15 ans plus tard. En 76, Voilà. quand Mao Zedong est mort. Mais la fermeture de la Chine, elle a été déjà tout de suite après la déclaration de la mise en place de la Chine communiste en 49. Oui, c'était déjà bien fait. Mais il fallait éliminer tous les étrangers qui étaient là. Il y en avait quand même. La concession française, elle s'est vidée peu à peu. Les Anglais, les Américains. Et c'est à ce moment-là que tu arrives pour expliquer, pour faire du consulting en Chine. Non, alors moi, je m'intéressais à la Chine déjà du point de vue culturel. Et du point de vue de l'histoire, j'avais bien étudié toute l'histoire. On ne peut pas connaître faire des affaires dans un pays sans vraiment connaître l'histoire, la culture, la psychologie, etc. Il y a un livre intéressant qui a été écrit ici en France et qui s'appelle « À quoi pensent les Chinois quand ils regardent la Joconde ?» Eh bien, à quoi pensent les Européens, les Occidentaux, quand ils arrivent en Chine? Bonne question. À quoi pensent-ils? Malheureusement, ils font des comparaisons. Au lieu de dire qu'ils sont dans un autre monde, ils sont immergés dans un autre monde. C'est-à-dire si ça s'appelle l'Empire du Milieu, c'est pas pour rien. C'est-à-dire que la Chine, c'est un pays continent quand même. Et d'ailleurs, la Chine n'est pas un pays. Enfin, il y a tellement de diversité à l'intérieur de la Chine que c'est compliqué de parler de la Chine en général. Oui, la Chine, la notion de Chine en tant que pays-nation, c'est assez nouveau. Alors nouveau combien de temps? Je dirais au cours des 30 dernières années. Mais surtout puisqu'ils ont renforcé leur puissance militaire, mais il fallait donner au peuple l'idée qu'il faisait partie d'un pays avec un drapeau, etc. Il faut penser que dans le temps jadis, les drapeaux, c'était le drapeau du chef local, hein, c'était le drapeau du Kuomintang, où c'était le drapeau communiste, mais avant c'était la bannière d'un chef de bande. La Chine a toujours été difficile à contrôler, même pour l'empereur qui envoyait ses mandarins, qui c'est un mot occidental, mandarin, mandar, qui veut dire envoyer, c'était des envoyés. Mais le pouvoir était toujours local, avec des langues différentes, avec des dialectes, etc. Un Sichuanais, il ne va pas se comprendre avec un Cantonais. Mais il y en a beaucoup de langues. En plus, il y a beaucoup d'ethnies différentes avec leur propre langage. C'est pour ça que donner l'idée d'appartenir à une nation avec un pays, une patrie, etc., c'était pas du tout dans l'esprit, ça n'a jamais été dans l'esprit chinois. Eux, ils font partie de communautés. Et c'est là déjà la grande majeure différence qui existe entre l'occidental et le chinois. C'est que l'occidental se considère comme un individu qui a une patrie. Le chinois, il se considère comme le membre d'une communauté. Mais sa communauté, c'est d'abord sa famille. La famille restreinte, la famille élargie, c'est le village, c'est la vallée, etc. C'est pour ça que la diaspora chinoise, quand elle émigre toujours par région. Ici à Paris, on a les gens d'une certaine région. On n'avait pas les gens auparavant de toutes les régions de la Chine. Ils venaient du Zhejiang, de Wenzhou. Donc les Chinois, ils sont membres d'une communauté. C'est pour ça qu'ils acceptent la responsabilité de membres d'une communauté et qu'ils acceptent plus facilement des règles qu'on leur impose pour le bien de la communauté.
Ce qui a changé avec Xi Jinping, c'est qu'il a remis de l'ordre parce que la Chine, à la fin du XXe siècle, était en train de devenir un grand bazar industriel, commercial et d'affaires. Et puis, à l'époque de Jiang Zemin, et puis surtout après Hu Jintao. Quelle époque ça, Jiang Zemin? Jiang Zemin, c'était la fin du... C'était jusqu'en 98. Le Premier ministre était remarquable, il s'appelait... c'est la bande qu'on appelait la bande des Shanghaïens, qui ont été mis en place après Tiananmen. Et ils ont été suivis par le président Hu Jintao et Wen Jiabao, qui étaient un peu des gens qui protégeaient les affairistes. Et d'ailleurs, elle a mal fini, je crois, Wen Jiabao. Voilà. Donc, s'est développée toute une classe de possédants qui profitaient du système de contrôle du parti sur l'industrie, sur les banques, sur le... Il se développait des activités, en prenant Hong Kong. Hong Kong était la base des grosses sociétés qui étaient des excroissances de l'armée. L'armée avait des sociétés à Hong Kong. Les sociétés d'État, ils avaient des filiales à Hong Kong. Et alors qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se vendaient de la marchandise à eux-mêmes, très bon marché, et là ils faisaient le profit à Hong Kong, et en faisant le profit à Hong Kong, ils accumulaient ce profit, ça devenait une puissance de l'État dans l'État. Parce qu'à Hong Kong c'est défiscalisé, et ensuite ils renvoyaient ça sur le continent. Oui, bon, à l'époque c'était encore l'Angleterre, mais le Premier ministre, Zhu Rongji, a mis fin à cela et a fait casser la ligne de propriété entre les sociétés d'État, l'armée et les opérations. Et toutes les opérations, toutes ces sociétés d'État, par exemple, ils possédaient les hôtels. Moi, quand j'étais là dans les années 90, pour Accor, j'ai essayé de définir un petit peu tout ce qu'on pouvait faire sur place. À Hong Kong? Non, en Chine, dans les années 90. On devait discuter avec soit l'armée, soit la province qui possédait les hôtels. Oui, parce que du coup, dans les années 90, tu étais consultant pour Accor? Non, moi j'ai été consultant à titre individuel. Et je suis devenu consultant à titre individuel parce que j'avais une grosse société en Arabie et l'État saoudien a oublié de me payer 20 millions de dollars. Voilà. Oui, et ils ont oublié parce qu'en fait, ils m'ont confié des travaux supplémentaires sur le projet de la cité universitaire que j'ai construite. Mais non, l'université n'a jamais eu les budgets pour faire le travail. Alors, 20 millions de dollars, c'est du consulting ou il y avait aussi une grosse part de travaux? Ah non, moi, c'est des travaux. C'est une grosse part de travaux parce que j'ai commencé le consulting en 1969, mais je suis devenu société d'ingénierie. Et puis société de réalisation clé en main, puisque même en 1974, j'ai fait une usine, signé un contrat avec la Corée du Nord. J'ai fait une usine. On parle aussi de la Corée du Nord, parce que des consultants en Corée du Nord, Suisse, il n'y en a pas beaucoup. Je ne suis pas consultant. J'ai été contractant pour faire une usine et produit clé en main, qu'on a fait tourner pendant 6 mois. Oui. Et alors, on va finir sur la Chine et après, effectivement, la Corée du Nord, il faudra qu'on y passe parce qu'il y a peu de gens qui y sont même allés et qui connaissent parce que, en termes de fermeture, on est quand même à un haut niveau. Donc, en Chine, dans les années 90, pour Accor, tu avais quel rôle dans les... J'avais un rôle d'électron libre. Pourquoi? Parce que dans les années 90,
Accor n'avait pas la majorité de la société Accor Asie-Pacifique. Cette majorité, j'ai incité Paris à la prendre quand il y a eu la crise financière asiatique en 1997. J'ai vu que l'action qui était cotée à Sydney était en train de se casser la figure. J'ai dit, je suis allé voir Paul Dubrul, mon ami, avec lequel nous avons démarré Novotel. Je lui ai dit, si j'étais ton ennemi, je ferais une OPA sur Accor Asie-Pacifique. On avait 150 hôtels à l'époque, en gestion. Et le lendemain matin, il m'a dit, tu m'as empêché de dormir. J'ai dit, j'espère. Et il a obtenu la décision de faire l'OPA. C'est comme ça qu'Accor a récupéré en 97 tout le capital et a pu un peu réorganiser. Je dis un peu, pourquoi? Parce que elle était gérée par des Australiens. Et les Australiens, ils ne voulaient pas voir les Français prendre les postes en Asie. Donc j'ai été l'électron libre, mais j'agis, moi je suis quelqu'un qui agit plutôt discrètement, voilà. Et comment ça se passe alors, la relation entre des entreprises étrangères qui s'implantent en Chine et puis les potentats locaux, les décisionnaires locaux? Alors, il y a beaucoup je dirais, d'erreurs qui sont faites parce que les Européens partent de notre manière de penser et de notre manière de faire. Mais quand on dit quelque chose à un Chinois, la signification des mots n'est pas forcément la même. Le Chinois, c'est pas ce qu'il dit qui compte. C'est pas parce qu'un Chinois vous dit quelque chose que c'est ce qu'il pense, hein, et quelle est son intention. Donc avec les Asiatiques, pas seulement les Chinois, mais les Asiatiques, ce qui compte, c'est pas ce qu'ils disent. C'est quelle est leur motivation et pourquoi ils veulent faire une affaire avec vous. Et comment ils vont profiter d'une situation que vous connaissez mal pour en tirer le maximum d'avantages. Alors, il y a des termes, on dit toujours gagnant-gagnant, win-win, etc. Mais vous pouvez gagner en expérience, pas forcément en argent. Hein. Voilà. Donc du coup, le relationnel, c'est quoi quand vous faites du business en Chine même, oui. Il faut toujours se rapporter à la personne qui détient l'autorité locale, ou alors on peut contractualiser de façon assez simple avec les personnes sur place? Une personne sur place, ça ne veut rien dire en Chine. Parce que cette personne, elle fait partie c'est un maillon dans le tricot décisionnel. Puisque les banques, ce sont des banques d'État qui sont sous le contrôle du Parti communiste. Donc les crédits sont donnés aux industriels. Et c'est pour ça que l'industrie, et pour ça que l'économie chinoise se développe. Parce que un entrepreneur chinois qui gagne la confiance de quelqu'un du parti, et celui du parti qui a une responsabilité dans la hiérarchie, il va dire, celui-là, il est venu avec un projet qui va marcher. J'ai confiance dans ce type-là, il m'a bien expliqué comment il va faire, il faut lui donner les crédits. Donc, il n'y a personne qui prend une décision tout seul. Même si vous croyez que Xi Jinping il prend les décisions tout seul, c'est faux. Alors comment ça marche la politique chinoise? Mais la politique chinoise, ça se passe toujours derrière le rideau. Ils font pas de commentaires. Sauf si les Européens commencent et les Américains les poussent à expliquer pourquoi ils font ceci ou cela. Il y a des comités. Il y a par exemple le comité de la réforme et du développement.
the Reform and Development Commission. Mais il y a beaucoup de think tanks. Et là, il y a des millions de gens qui réfléchissent. Et c'est toute une décision, elle est prise toujours du point de vue stratégique dans l'intérêt du pays. C'est toujours dans l'intérêt du pays. Et l'intérêt du pays pour la Chine, qui a toujours été envahi, c'est pas la Chine, c'est pas un pays impérialiste, conquérant en territoire. C'est un pays qui s'est toujours protégé. Ouais, on a vu Alexandre le Grand pas loin de la Chine, mais on n'a jamais vu des Chinois en Grèce ou en Europe, quoi. Oui, et puis les Chinois... L'armée chinoise, je veux dire. Enfin, et puis il y a les Chinois, quand on parle chinois, on voit un jaune bridé, voilà. Mais les Chinois ont été sous la coupe des Mongols et après sous la coupe des Mandchous. Donc ce ne sont pas des Han, qui est l'ethnie majoritaire. Il y a des ethnies qui sont comme des ethnies musulmanes, comme les Ouïghours, les Hui, etc. Moi, j'ai découvert, on m'avait demandé d'analyser un projet à Tianjin, la ville de Tianjin qui est à 150 km de Pékin, c'est le port de la région, qui est une grande ville de 15-20 millions d'habitants. Et là, ils avaient rasé tout un quartier et il restait une énorme mosquée. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec cette mosquée? On va la démolir. J'ai dit, il faut démolir la mosquée. J'ai dit, moi j'en ai construit une à Riyad, moi j'ai construit une mosquée, moi à Riyad. Bon, j'ai dit, mais comment vous faites avec les imams? On s'est arrangé, on va leur reconstruire une autre mosquée. Et j'ai appris qu'à Tianjin, il y a 40 mosquées. 40 mosquées à Tianjin. Donc tout le long de la route de la soie, il y a des mosquées. Il y en a qui sont très belles. Hein. Il y en a des petites, des grandes. Quand j'ai habité à Pékin, dans un quartier, à un moment donné, j'avais une mosquée qui était à 200 mètres de chez moi, une petite mosquée. Et comment vous arrivez à entreprendre en Chine? Alors, il faut se faire apprécier par les Chinois. Le Chinois, il ne faut pas aller pour discuter d'affaires comme ça. On va pour se connaître. Et les Chinois, ils ont une expression en chinois qui dit « où vous êtes », parce qu'on est tous des barbares pour eux, bon, où vous êtes un homme cru ou un homme cuit. Si vous êtes cru, vous êtes indigeste. Si vous êtes cru, ça veut dire que vous commencez à comprendre la culture, la mentalité, la psychologie chinoise. Si on est cuit, oui. Voilà. Donc on est cuit, on est digérable, on peut s'entendre, on peut rire, etc. L'erreur souvent des Français, je l'ai vu surtout des Français, c'est qu'ils vont à un déjeuner, et pour eux c'est un déjeuner d'affaires. Ils vont essayer de parler d'affaires. Ça ne se fait pas, c'est pas bien. C'est très mal vu en Chine. Parce que le déjeuner, c'est pour se connaître. Ah d'accord, oui. C'est pour se connaître, c'est pour s'évaluer. Alors pourquoi ils font boire? On boit parce que là, on se contrôle moins. Donc il y a des choses qui émergent. Et les Chinois, ils essayent de percevoir, parce qu'ils sont souvent sur la défensive, le Chinois. Ils croient qu'on les espionne, qu'on veut leur profiter d'eux, etc., etc. Ils ont le marché, ils ont le marché, hein, ou ils ont des produits à vendre, mais surtout ils ont le marché. Alors si vous prenez LVMH ou L'Oréal, etc., L'Oréal, avant de réussir à gagner de l'argent, il perdait plus de 40 millions d'euros par an. Et ils perdaient parce que... Ils perdaient parce qu'ils avaient leur base à Hong Kong au lieu d'avoir leur base en Chine. Et quand ils ont déménagé à Shanghai,
là, ils ont employé beaucoup plus de Chinois et ils ont commencé à mieux comprendre comment ça fonctionnait. Donc c'est beaucoup de temps à passer avant de créer quelque chose en Chine, c'est beaucoup d'investissement personnel. Oui, d'investissement personnel, exactement. Et comment tu fais ça? Tu vas en vacances là-bas tous les étés? Non, moi je suis pas quelqu'un qui prend des vacances, j'avais pris de vacances vraiment. J'y vais parce que ça m'intéresse, ou parce que là j'avais une mission. Il faut dire que en 96, j'ai commencé à conseiller une société qui dépendait de l'état-major. Et cette société, elle s'appelait... elle dépendait de l'état-major, alors que la plus grosse société, c'était le gendre Deng Xiaoping qui la dirigeait. C'est le Polygroupe. Le Polygroupe, c'est un grand groupe industriel, matières premières, il y avait des hôtels aussi, etc. Et il y avait Polygroupe International, qui avait été une de ces sociétés de relais pour établir des relations en France et à l'étranger, etc. Bon, pour de l'armement, etc. Mais à l'époque où j'étais, ils n'étaient plus dans cela. Ils m'ont dit, écoute, il y a l'hôtel, le Poly Hôtel, là. Il faudrait, tu peux regarder pour voir si avec accord, vous pourriez pas reprendre, etc., etc. Donc, voilà. Je suis devenu ami avec le directeur général, qui parlait le français, qui avait fait un doctorat à Bordeaux, qui était un fils de militaire, parce qu'alors, il faut dire que dans toutes ces hiérarchies, il y en a beaucoup qui sont des fils de militaires de l'époque héroïque. Et après, ils m'ont dit, écoute, il faudrait étudier qu'est-ce qu'on pourrait faire à la province du Xinjiang. Parce que il faut trouver des activités là. Évidemment, la province du Xinjiang, c'est toute celle qui longe le Kazakhstan et qui va jusqu'au Tadjikistan, enfin, voilà, Kyrgyzstan. Donc là, il faut de l'armée. Mais l'armée, ils vont faire quoi? Il n'y a rien à faire. Il faut les occuper. Hein. Donc il faut de l'agriculture. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors là, on s'est mis à étudier de faire des cultures de maïs pour faire de l'alcool médical. Médical. Et alors, moi, je pensais que c'était strictement médical, mais tout d'un coup, je me suis aperçu que les prescripteurs intéressés, c'était des Russes qui achetaient ça pour la vodka. Du coup, ça fait un petit problème. Non, mais voilà. Donc, j'ai eu l'occasion, moi, au cours de ma vie en Chine, d'aller sur le terrain. Pas de rester dans des bureaux à Pékin ou Shanghai pour discuter. Non, moi, j'allais sur le terrain. À Urumqi, j'y suis allé la première fois en 1987, qui est la capitale du Xinjiang, qui fait parler d'elle régulièrement dans la presse occidentale. Là, au mois d'avril, je dirigeais une délégation allemande et suisse qui allait pour tous les problèmes d'énergie et de centrales à charbon. Et ensuite, comme j'étais partenaire dans une société allemande de technologie, où on avait mis au point une turbine pour microniser les matières à structure solide, on avait fait des poudres de charbon de 1 à 15 de microns. Pour faire des charbons actifs? Non, pour donner dans les diffuseurs, parce que dans les diffuseurs des centrales à charbon pour faire l'électricité, on diffuse des poudres. Nous, on arrivait à une poudre qui était très fine et qui brûlait mieux.
Et là, je suis devenu un peu un connaisseur des mines de charbon. Alors, j'ai fait beaucoup de mines de charbon. J'allais sur le terrain, sur les mines, des mines de ciel ouvert, etc. Et on a même trouvé, même en 95, j'ai passé le plus extraordinaire 31 de ma vie, 31 décembre, j'étais sur une mine d'anthracite qui se trouve sur une montagne, au pied d'une montagne entre la Mongolie intérieure et la province de Ningxia, où ils extraient des blocs d'anthracite. C'était des petits boyaux avec des gars qui descendaient dans le boyau. Il y en avait d'autres qui étaient assis par terre, à moins 30 degrés. Eux, ils sentaient rien, moi, hein. Et avec des marteaux, ils cassaient les blocs. C'était des paysans, parce qu'en hiver, le sol est gelé, il n'y a rien à faire. En hiver, ils cassent les blocs. Et c'était un anthracite qui faisait 94,5% de carbone pur. Il y avait peu d'éléments volatiles, peu de cendres, etc. Et avec ça, on a fait du plastique. Du plastique. Ah, du plastique. On a mélangé 50% d'anthracite avec 50% de polyéthylène. Et on a fait du plastique. Des granulés de plastique, et après, en extrudeuse, on faisait on a fait des panneaux, etc. Et on avait une usine en Allemagne de l'Est. Voilà. Et comment t'en es arrivé à faire une usine en Corée du Nord? Parce que c'était à quelle époque? Et comment on fait quand on veut lancer une usine en Corée du Nord? Ouais, en fait, c'est pas des initiatives qui viennent de loin. Je veux dire que dans la vie d'entrepreneur, il y a des opportunités, que ces opportunités, elles n'arrivent pas toutes seules non plus. Mais quand j'ai quitté IBM, et j'avais été le responsable de l'industrie jusqu'en 66, jusqu'à fin 65, j'étais connu dans l'industrie des machines et de l'horlogerie, et par la Fédération horlogère. Et quand j'ai créé ma société en 69, société de conseil, conseil aux entreprises, tout de suite, j'avais comme client Omega Tissot, Patek Philippe, la Fédération horlogère, etc., qui nous ont demandé de faire... les grands fabricants de montres, quoi. Les grands fabricants de montres, et puis la Fédération horlogère qui regroupe toute l'industrie, nous a demandé, de dire, écoutez, vous connaissez déjà l'Asie, il y en a un gros problème avec les Japonais qui sont en train de nous manger le marché. C'est la crise du quartz? C'était avant la crise du quartz. Le quartz s'est ajouté là-dessus, mais Seiko, Citizen, Orient, Casio s'étaient mis déjà à faire des montres mécaniques, mais eux, ils lançaient en grande série de millions de pièces. Ah oui. L'industrie horlogère suisse, ce sont des petites unités, c'est... Voilà. Fait à la main. Oui, pas fait à la main, puis c'est la force de l'industrie suisse, c'est la machine de précision. Mais chacun est spécialisé sur une pièce. Il fait le balancier, l'autre il fait les ressorts, le troisième il fait ceci, cela. Il y a plus de 100 pièces, jusqu'à 150 pièces dans une montre. Non. Donc tout est réparti, à part ce qu'on appelle les fabriques d'ébauche, les grands groupes de fabriques d'ébauche. Et à ce moment-là, ils étaient en train de prendre le marché mondial. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous recommandez? Alors nous, on connaissait justement par l'activité de conseil que nous avions pour le marketing de marques de montres, comment les Japonais, la mentalité des Japonais, très différente de la mentalité chinoise. Donc, on leur a dit, écoutez, on va vous faire une stratégie. Alors, la stratégie était basée sur le fait comment les Japonais prennent une décision dans un groupe. Alors, on réunit tous les chefs de département, les ingénieurs, ils sont tous dans une salle, tout le monde vient comme ça, etc. Il y a les grands qui arrivent, et le grand patron qui vient.
et personne va dire, lui il va dire il y a ce problème, on va faire ceci, etc. Ils sont tous là comme ça, il n'y a personne qui va dire j'ai une idée ou je ne pense pas que votre idée c'est une bonne idée, mais on pourra peut-être faire autrement. Non, tout le monde est d'accord. La hiérarchie est très importante au Japon. La hiérarchie est très importante, et entre le moment de la décision et le moment de la réalisation, il se passe beaucoup de temps. Alors nous, on a dit aux Suisses, étendez-vous avec l'organisation que vous avez, ce que vous pouvez faire, c'est faire des collections, changer les produits. Pourquoi je refais le même produit? Changer, chaque année, vous lancez des nouveaux produits. Parce que la montre, à ce moment-là, on leur a dit, c'était en 70, on leur a dit, écoutez, les gens, ils n'auront plus à avoir une seule montre pour toute leur vie. La montre, les gens vont avoir 2 montres, 3 montres. Mais si vous leur faites un nouveau produit, etc. Et c'est à ce moment-là qu'a surgi Swatch. Ça devient un bijou, quoi. Ça devient un peu de la mode. Ça devient quelque chose de nouveau. Et puis on ne met pas toujours, comme la même montre, à midi, ou une montre du soir, ou une montre sportive, etc. Et ça a démarré comme ça, et en 3-4 ans, les Japonais ils sont retombés. Parce que eux, pour sortir des nouvelles collections, c'est très difficile. En Suisse, il y a un problème, il y en a un qui a une idée, on téléphone, le type, il va travailler sur sa machine, il va trouver une solution pour changer la forme, le calibre, etc. Il peut faire ça la nuit. Et le lendemain, il dit, j'ai trouvé, je peux te faire ça. Oui, parce qu'il y a la subsidiarité, en fait, qui est très forte en Suisse, où les décisions sont prises au plus proche du poste de travail, quoi. Oui, tout à fait. Parce que ce sont des petites entreprises. La force économique de la Suisse, c'est que l'industrie a été des familiales, c'est pratiquement, ce sont des petites entreprises. La différence avec la France, et un peu le malheur de la France, c'est que l'industrie française s'est développée par décision royale. Il y avait les forges royales, la manufacture de ceci, la manufacture de cela, etc. Tandis qu'en Suisse, non. En Suisse, c'était un pays pauvre, donc... En quelle année la Suisse, pays pauvre? En quelle période on est quand tu dis la Suisse était un pays pauvre, on parle de quelle période? Du 16e, 17e, 18e siècle. Voilà, parce qu'en fait, c'est un pays où il n'y a pas de ressources, il n'y a que des montagnes, c'est plutôt en altitude. Et voilà, donc c'est aussi pour ça que personne les a envahis, c'est qu'il n'y avait pas grand-chose à prendre. La Brie n'existe pas. Là La Brie. Avec les greniers, les belles plantations, la Beauce, etc. Ça n'existe pas en Suisse. Non. Donc ils ont des montagnes à vaches, oui. C'est ça. Donc les paysans, en hiver, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient de l'artisanat. Et l'autre erreur française qui a permis à la Suisse de se développer en micromécanique, c'est d'avoir persécuté les Huguenots qui sont venus à Genève. Et les Huguenots à Genève... Donc des protestants industrieux, quoi. Voilà, des protestants industrieux, et ensuite qui ont sous-traité de la fabrication de pièces dans le Jura suisse. Chez les paysans qui, en hiver, sont dans la neige, et voilà. Et ce sont des gens appliqués. Voilà. Puis dans la vallée de l'Arve aussi, un peu en France? Alors, la vallée de l'Arve, c'est la vallée du décolletage, ça s'est développé par la suite. Mais il y avait tous des décolleteuses dans les granges, dans les machins. Enfin, dans la vallée de l'Arve, il y a une grande période où ils avaient tous leurs ateliers à décolleter avec des pièces. des décolleteuses. Ouais, c'est ça. Oui. Pour faire du business en plus de leurs activités. Oui. Donc, mais tout ça, ça vient de la Suisse, quoi. Alors oui, c'est venu par la Suisse, progressivement. Comme l'industrie textile des machines en Suisse, c'était de faire des métiers à tisser, machines à tricoter, etc. C'est de la mécanique. Vous ne pouvez pas faire un jersey sur une machine où il y a un défaut. Parce que si la machine a le défaut il est dans le tissu, hein. La même chose sur les grands métiers à tisser.
Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, vous trouvez en Suisse des gens qui, dans la région de Saint-Gall, dans l'est de la Suisse, qui font les tissus de la haute couture française. Alors que c'est des petites unités. Oui, même certaines grosses usines quand même. Dior, pour avoir des tissus avec des reliefs, des choses comme ça, il faut des mécaniciens de classe pour faire ça. Et des machines. De précision. Oui, et c'est pour ça que cette grande différence du développement industriel entre pays s'est faite. Et en Chine, vous n'avez pas ça. Parce qu'en Chine, il n'y avait pas d'industrie de cottage, ce qu'on appelle cottage industry. Vous aviez des sociétés d'État, où vous aviez les grandes entreprises textiles avant la Révolution, ils sont tous partis à Taïwan. Pourquoi Taïwan s'est développé? C'est que tous les industriels shanghaïens et du Fujian, ils sont partis à Taïwan. Ils sont partis parce que Chiang Kai-shek a perdu contre Mao Zedong. Mao Zedong, il a emmené de l'or, des musées, etc. Alors je suis allé la première fois à Taïwan en 1966. Il venait d'ouvrir le musée de Taipei, avec les collections qu'ils avaient emmenées du musée de Nanjing. Un musée absolument fabuleux. Donc c'était encore relativement fermé. Mais donc avec l'argent américain, les connaissances, ils ont développé l'industrie de Taïwan, d'abord dans le textile, et après ça a été dans l'électronique. Et maintenant, c'est aussi dans la biologie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans les années 90, moi j'avais pensé, je suis allé à Taïwan d'abord pour commencer, en 92, en me disant, je vais conseiller des sociétés taïwanaises pour s'implanter en Chine. Les Taïwanais, ils n'ont pas besoin de moi. Ils ont fait tout seuls. Et ils ont monté des usines en Chine. Aujourd'hui, leurs usines, elles ne sont plus en Chine. Elles sont en Indonésie et au Vietnam. Parce que là, la main-d'œuvre, elle coûte moins cher. Ouais, ça se décale et au fur et à mesure, l'Asie s'industrialise par cercle, en fait. Voilà. Et là, la puissance financière chinoise est très importante parce que les Chinois, ils ont des crédits, on leur accorde des crédits pour aller s'implanter dans d'autres pays, même, pour tenir des positions stratégiques. En se disant, nous en Chine, d'accord, ces gens y partent du jour au lendemain, parce qu'il est arrivé pendant que le Nouvel An chinois, le Nouvel An chinois, c'est les vacances pendant 30 jours, parce que les gens, ils devaient aller dans leur province, et à l'époque, pour aller dans la province, il fallait déjà une semaine pour y aller, une semaine pour revenir, donc ils pouvaient rester 15 jours dans la famille. Et là, quand ils revenaient, l'usine, elle n'était plus là. Enfin, l'usine était là, mais il n'y avait plus les machines. Parce que pendant ce temps-là, les Taïwanais, ils avaient emmené toutes leurs machines au Vietnam. Ah oui. Mais il n'y a pas de discussion de syndicats et autres, c'est comme ça que ça se passait. Mais ils ont une telle capacité de réaction et ils ne se mettent pas à pleurnicher. Là, tu parlais des ouvriers, c'est-à-dire quand les ouvriers revenaient, l'usine a été barrée au Vietnam, quoi. Ah oui. Donc il n'y avait pas de préavis. Il n'y a plus personne, non, il n'y a pas de préavis, il n'y a pas d'annonce, rien du tout. Et ce n'est pas des petites usines, c'est combien de personnes? Non, c'était des 500 000 personnes. Ouais, et qui du coup, comment ils réagissent ces gens-là quand ils reviennent et puis sur place, tout est barré? Alors il y en a d'autres qui se disent, il y a du personnel, c'est du personnel qui est moins cher que le personnel des villes, mais c'est du personnel de campagne qui a été formé, on va leur faire quelque chose, on va faire quelque chose. C'est des gens qui ont déjà travaillé en usine. Alors, ils se remontent tout de suite quelque chose. Et puis alors, là, le fonctionnement de la Chine est intéressant parce que c'est pas le pouvoir central qui décide, pas comme en France. C'est
chaque province est en concurrence avec l'autre province. C'est pour ça que quand tu disais tout à l'heure, la Chine, c'est pas un pays, non, c'est un continent. Et là, le responsable politique, le chef politique, il y a toujours un triumvirat, que ce soit au village, au bourg, dans la ville, dans la capitale. Ah, ils ont une structure décisionnelle à trois têtes? Oui. Alors, il y a le maire ou le gouverneur, il y a le secrétaire général du parti, qui lui est en communication avec Pékin, et puis il y a le représentant du peuple. Bon, alors autant dire que, tout de suite que celui qui a le plus de pouvoir, c'est celui qui a l'oreille de Dieu. Celui qui a le téléphone pour appeler le bon Dieu. Voilà. Voilà. Mais alors c'est d'une efficacité redoutable parce que pour être promu dans la hiérarchie, il faut l'harmonie sociale. Et l'harmonie sociale, ça veut dire qu'il ne faut pas avoir de désordre, pas que les gens ils se mettent à crier dans la rue. Il faut trouver des solutions. Donc, on leur donne les instruments, on leur fait confiance. Moi, j'ai appris ce que c'est la force que l'on obtient quand on vous fait confiance. Parce qu'on est responsable, on devient responsable. Si on ne vous fait pas confiance, vous êtes là comme un petit rouage du mécanisme. Mais quand on vous fait confiance... Et j'ai appris ça par IBM. Parce que IBM, à l'époque, quand j'ai commencé en janvier 60, je ne connaissais rien des ordinateurs. Hein. Je ne savais même pas que ça existait à l'époque, je peux vous dire. Hein. Franchement. Dans les années 60, c'était pas des ordinateurs. Ben non, on parlait un peu des cartes perforées, puisque j'ai appris à câbler des machines à cartes perforées. Mais, en gros, dans les années 60, un ordinateur, ça ressemblait plus à un orgue de barbarie, pour ceux qui voient dans les foires, avec des cartes, et puis c'était énorme. Voilà, des monstres. Mais on disait, écoute, voilà ton objectif. Voilà ce que tu dois atteindre, voilà les moyens que tu as à disposition, etc. Si tu as un problème, tu demandes à ton chef. Si tu n'as pas assez d'aide de ton chef pour atteindre l'objectif, tu demandes au chef de ton chef. Et ça, on pouvait aller tout en haut. Mais on dit, on te fait confiance. On est là pour t'aider, on n'est pas là pour surveiller ce que tu fais. On est là pour t'aider à faire ce que tu dois faire. Et j'ai appliqué ça dans ma société, dans mes entreprises, etc. Et j'ai eu des gens extraordinaires, des gens qui sont devenus extraordinaires. Ils étaient moins extraordinaires que les grandes sociétés voulaient tous des gens qui venaient de chez Blanchet et Bertrand. Voilà. Et ça, en Chine, ça marche comme ça, le pouvoir? C'est-à-dire que vous avez le triumvirat local, en gros, qui a le droit de faire ce qu'il veut. Par contre, si ça rate... c'est la matraque, quoi. Voilà. Ouais. Donc, en fait, tant que... Et quelle est la place de l'innovation dans un pays où le mot d'ordre, c'est pas de vague? Parce que innover, c'est faire des vagues. Non. Quand vous inventez, je sais pas, un McDo, et que McDo fout tous les restaurants du coin au chômage et qu'il les transforme en petits serveurs avec un costume jaune, ça, socialement, ça fait désordre, quoi. Non, parce que tant que les gens mangent, oui. Et puis McDo est obligé d'engager. Voilà. Bon. Moi d'ailleurs, j'ai pensé au début, en 90, quand j'y allais, je me suis dit, mais McDo, qu'est-ce qu'ils vont? C'est dégueulasse ce qu'ils font. Ils vont jamais vendre ça. Ça n'a jamais marché, c'est une connerie, ça. Mais alors, il y a eu les champions de l'ouverture, c'est la plus grande ouverture mondiale qu'il y a jamais eu. C'était au Sichuan dans les années 96, je crois, 96. La queue, elle faisait 1 kilomètre de long le jour de l'ouverture du McDo, du plus grand McDo de Chine. Donc en gros, si Amazon, je dis Amazon, peu importe, mais l'Amazon type, l'archétype d'Amazon arrive en Chine et met au chômage 80% des libraires, ça va pas poser de problème. Ils n'arriveront pas. Pourquoi? Parce que Amazon ne peut rien faire en Chine.
Non, mais Bah, l'équivalent, dans les livres, voilà. non, mais on prend l'exemple dans les livres, parce qu'il y a quand même des partagés, c'est que tout ce qui concerne la presse, l'impression, l'information, est contrôlé strictement par l'État. Moi, je suis une exception, parce que je suis éditorialiste, représentant le seul étranger dans une revue qui s'appelle Integrity, International Integrity and Brand, et je suis le seul non-chinois dans l'équipe d'éditorialistes. Mais par exemple, on prend l'exemple de Jack Ma. Oui. Jack Ma, qui est une réussite flamboyante pour la Chine, Oui. puisque je crois qu'en plus il a pas des parents, il vient de la base, hein, Oui, Jack Ma. oui. Il s'est fait, c'est un self-made man, je sais pas comment on le dit en chinois. Oui. Et le problème, c'est qu'à un moment, à vouloir innover, il a voulu proposer du crédit par une société privée, Oui, et il est allé cueillir des patates pendant 6 mois, on l'a pas vu, Voilà. quoi. 3 mois, 3-4 Voilà, mois, parce que il là, a il disparu, s'est- quoi. Et il puis s'est après, il est attaqué. revenu, il a dit, ouais, d'accord, c'est pas une bonne idée. Exactement. Finalement, j'y ai réfléchi. Oui, il a réfléchi. Et pourquoi? Parce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont clés. Ce sont les banques, c'est le crédit, c'est la base. Où l'information et la monnaie, c'est la base. C'est pour ça que il y a toute l'histoire sur le bitcoin. En Chine, c'est interdit. Mais ils vont faire le bitcoin, le yuan bitcoin, voilà, Le yuan, ouais. pour supprimer du papier, d'accord, mais c'est l'État, c'est la banque centrale. Or, ce que Jack Ma a voulu prendre, il a voulu aller sur un métier régalien. Ah, donc on peut tout faire, sauf certaines choses qui sont claires pour tout le monde. On peut quoi. tout faire quand c'est admis par les autorités. Ce que les autorités permettent, c'est qu'on se développe au maximum, etc. Parce que Jack Ma, sans l'appui du Parti communiste, il est communiste, parce qu'il faut être du parti. Oui, mais tous les patrons sont communistes. Il faut être on n'a pas le choix, ils ont tous leur carte. Pourquoi? Voilà. Parce qu'il a besoin des décisionnaires pour avoir des crédits. Quand il a monté ses affaires, après, il a fait beaucoup de profits, et puis il n'avait plus besoin de crédit. Mais là, il a voulu se lancer sur un métier régalien. D'ailleurs, Jack Alors, Ma, les assurances, c'est contrôlé. Là, c'est un peu semi-étatique, disons. Mais alors, tout ce qui est banque, c'est pour ça qu'il est interdit aux banques étrangères d'aller vouloir démarcher le client chinois. Les banques étrangères qui sont là, elles travaillent surtout pour des entreprises de leur pays. Si la BNP ou Société Générale, ils vont pas aller s'occuper des entreprises chinoises. De Madame Tang, c'est pas possible. Ouais. Et d'ailleurs, Jack Ma avait eu cette phrase, je crois, quand on lui demandait s'il était, ses liens avec le Parti communiste. Et je crois qu'il avait dit quelque chose du genre, le Parti communiste, c'est une fille avec laquelle il faut sortir, mais il faut pas se marier. En disant, c'est très fort, là. C'est risqué. Je les aime bien, hein, mais bon. Non. Et c'était avant l'épisode Champ de patates. Hein. Oui, oui. C'était. J'ai été conseiller d'une société en 2001. Au retour d'Afrique. Il faut dire que je vous ai parlé de cette société qui dépendait de l'état-major. Un jour, je passe à Paris, j'étais à l'aéroport, là, je rencontre un ami qui me dit « Dis donc, t'es toujours en Chine ?» Je dis « Oui, bien sûr. Tu pourrais peut-être nous aider. Voilà, je suis conseiller du président Eyadema du Togo. Ça fait 1 an qu'on essaye d'intéresser les Chinois pour réorganiser le port, investir, etc. Et on n'a pas réussi. Donc pour envoyer de l'argent chinois au Togo, pour développer le port. Non, pour prendre le contrôle du port, réorganiser le port. Ouais. La raison était que celui qui dirigeait le port
voulait se présenter contre le général Eyadema. Et lui, il était le seul endroit où on pouvait gagner de l'argent au Togo, parce qu'il n'y a pas de ressources au Togo, à part un peu de phosphate, c'est tout, mais il n'y a rien d'autre. C'était au port, avec tous les trafics. C'est le plus grand port de voitures d'occasion de toute l'Afrique occidentale. C'est là où viennent s'approvisionner le Burkina, le Nigeria, le Bénin, etc., le Ghana même, le grand port des voitures d'occasion. Bon, toujours été, je retourne à Pékin, puis j'en parle, comme ça. Il dit, l'Afrique, les Africains. Toi, tu connais, effectivement, parce que j'ai eu des très gros bureaux, j'ai beaucoup travaillé en Afrique, sur le terrain. Et alors, il dit, écoute, va voir, tu discutes, tu nous dis, je sais pas, s'il y a quelque chose à faire, etc. Alors, je suis parti au Togo, mais je fais tout à ma propre initiative, personne ne me paye, moi je fais toujours l'initiative. Comme ça, je suis libre de dire et de penser ce que je veux. Donc, quand tu dis que tu es consultant, en fait, tu n'es pas missionné, tu fais les choses et puis tu vois ce qui est possible de faire ou pas. Je fais et je propose. Et c'est comme ça que tu te retrouves au Togo, dans un port. Oui, alors je me retrouve au port. J'ai fait une étude secrète un peu. C'était une mission, soi-disant, pour les investisseurs chinois. Mais en réalité, c'est pour voir quels étaient les trafics et comment ça se passait, et où on trichait, etc. Parce que j'avais remarqué que les chiffres c'était pas les chiffres de la réalité. J'ai fait un rapport au président, et puis... Quel président? Général Eyadema. D'accord. Et je suis vite allé au Ghana, à attendre de voir ce qui allait se passer. J'avais une délégation chinoise avec moi. Eux, ils sont restés à l'hôtel. Moi, je suis parti au Ghana. Il a convoqué le directeur général, qui était un ancien ministre de l'Intérieur qui avait fait tirer sur la foule en 93. Voilà. Et il l'a convoqué à 6 heures, parce que je passais toujours au camp. Ça s'appelait Lomé 2, camp militaire, Lomé 2, hop. À 6 heures, il était convoqué. À 6h15, il n'était plus directeur. D'accord. Ouais. Et là, il a compris, parce qu'il avait essayé de me convoquer, parce qu'il avait les grandes oreilles, qu'il avait informé qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Et la délégation chinoise lui a dit, non, on ne peut rien décider, parce que c'est M. Bertrand qui décide, et il n'est pas là. Bon, bon. Bon, j'ai dit au président, j'ai dit, bon, nous on veut bien prendre en main le port, mais d'abord, moi j'ai une période d'essai de 6 mois. Mais à la condition que vous mettiez l'armée, parce que j'ai vu comme ça volait à l'intérieur du port. Je veux l'armée. Quand il y a l'armée, puis vous nommez un nouveau directeur général qui lui aura le titre. Mais c'est moi qui dirige. Enfin, je dis moi, c'est nous qui allons prendre en charge. D'accord. Alors, ils ont envoyé une mission en Chine, après, le Togo. Et puis là, je leur ai montré des ports, etc. Et comment ils étaient gérés. Ils ont compris que les Chinois ils savaient gérer tout en informatique, etc. Et à la fin, au débriefing, à Hong Kong, ils m'ont dit, écoutez, M. Bertrand, ça serait quand même mieux si c'est vous qui preniez en main toute l'opération. Oui, mais vous nous connaissez, etc. Bon, j'ai dit, écoute, c'est pas moi qui peux prendre des décisions, moi je retourne à Pékin, puis c'est les autorités à Pékin qui vont prendre la décision. J'arrive là-haut, à Pékin, ils me disent, Yves, tu les connais, toi. Il fait chaud, c'est humide, ils sont tous noirs, il y a des moustiques. T'as l'habitude. Si tu veux, c'est toi qui prends. Ok. Donc j'ai constitué une équipe avec quelques ingénieurs du port de Tianjin. Et puis je me suis retrouvé patron du port.
Voilà. De consultant informel à patron d'un port Patron international. d'un port, oui. Voilà, Oui. Ça dure combien de temps la blague? Et j'arrive. Alors le jour où je prends le pouvoir, il y a une grève générale. Bah bien. Voilà. Et là, il y avait plus d'1 millier de dockers, des dockers qui faisaient la grève. Au bureau de l'emploi, on était là sur la terrasse, eux, ils étaient là en dessous. Et puis alors, il y avait le directeur général en titre, qui était un colonel de l'intendance de la marine, avec décoration tout en blanc impeccable. Hein. Et puis, il criait, il disait « On ne vous parle pas à vous, on veut parler aux Blancs. » Bon, c'est comme ça que j'ai pris le pouvoir. Parler aux Blancs. Bon. Et j'avais les dockers avec moi après. Parce que j'ai compris ce qui se passait. Ah, c'était grave, la situation était très grave. Alors, j'ai dirigé le port pendant 6 mois. Mais j'ai risqué ma peau, évidemment. Bon, j'avais naturellement en garde du corps l'armée la nuit sur la villa, etc. C'était une organisation. Puis j'avais mon équipe à moi. Voilà. Restreinte. Voilà. Et bien, en 2001, je reviens. Eh bien, la société avec laquelle je travaillais, qui dépendait de l'état-major, il n'y avait plus de société. Et il n'y avait plus personne. Il n'y avait aucune nouvelle, personne ne savait, personne ne voulait rien dire. Et là, j'ai appris ensuite, par la famille de mon ami, qu'il y avait eu un problème à l'état-major et que des généraux étaient en prison, ou je ne sais pas où, et que mon copain, lui, il lui avait collé pour 13 ans parce que c'était le fusible. Il avait été le fusible. Ouais, donc alors, il était en résidence quelque part. Il pouvait jouer son violon, il allait faire ce qu'il voulait, voilà. Et puis j'ai encore mieux compris après, c'est quand il y a eu, quelques mois après, l'avion espion américain qui a dû se poser, qui a été intercepté, qui s'est posé sur l'île de Hainan, et que l'équipage n'était pas rendu, il est resté plus de 10 jours. Hainan. Pourquoi? Parce que les Chinois essayaient de négocier que le frère du directeur général de cette société-là, qui était à l'état-major, s'était réfugié aux États-Unis. Ah, puis ils voulaient un échange. Ouais. Mais les Américains n'ont pas marché, ils ont fini par relâcher j'ai compris. Donc tout est très très politique. Tout est très, très politique. Et là, je suis devenu le conseiller d'un grand groupe qui avait notamment Red Bull en Chine. Parce que Red Bull, c'est une recette de Thaïlande. Red Bull. Et celui qui était là au départ avec d'autres personnes, lui, c'est un Chinois qui est venu s'établir en Chine, et lui, il a pris la recette pour la Chine. Il avait la concession pour la Chine. Et l'autre, c'est parti en Autriche. C'est pour ça que Red Bull est autrichien. Et là, c'était intéressant, parce que c'était en 2001, c'était l'année où il devait y avoir la décision pour les Jeux Olympiques de 2008. Et là, cet homme d'affaires, c'était un très malin, il payait pour monter les dossiers, etc., pour la décision en faveur de la Chine. Donc j'ai eu des choses très très intéressantes, c'est amusant, c'est ça qui est fabuleux en Chine, c'est que quand on est avec quelqu'un comme un Jack Ma ou monsieur Huabin, ce sont des gens d'un dynamisme qui prennent des risques. C'est pas l'entrepreneur à la française qui veut tout calculer, 2% par an, et se faire... non, ils prennent des risques, etc. C'est lui qui avait loué qui a charterisé des avions pour envoyer la délégation
à Moscou quand il y a eu pour la décision pour gagner. Je me suis trouvé à Pékin le jour de la décision en faveur de Pékin pour les Jeux Olympiques. Dans la rue, je peux vous dire, c'était impressionnant. Ah oui. Et comment on arrive à la Corée du Nord? Ah, comment? À la Corée du Nord, comment on arrive bon, là, je suis arrivé parce que justement, au début des années 70, comme la Fédération horlogère, ils ont reçu une demande diplomatique. Ils voulaient faire que la Corée du Nord voulait faire une usine. Il y a personne. Comment il n'y avait pas d'usine qui faisait toutes les pièces d'une montre. Et eux, ils voulaient faire une usine, toutes les pièces de la montre. Bon, ils ont dit, vous qui êtes tellement mariole, là, tellement malin, vous voulez essayer? On dit, pourquoi pas? C'est un défi. Et donc c'est la Corée du Nord qui a pris contact avec la Fédération horlogère suisse, et c'est la Fédération horlogère suisse qui nous a demandé. Il y a le gars là-bas qui veut une usine dans le pays. Non, c'était pas deux gars, c'était Kim Il-sung. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, nous, comment nous étions capables, les gens savaient qu'on était capables de tout, presque. Les gens venaient vers nous. La coopération technique suisse nous a demandé de préparer des dossiers de négociation pour le marché, pour le pacte andin, le marché commun andin, pour aider le gouvernement de l'Équateur. Pourquoi? Parce qu'il y avait dans ces dossiers des parties de micromécanique et d'électromécanique. Et vous savez que nous, j'avais des ingénieurs, que j'avais de l'expérience, que j'avais l'expérience internationale aussi. On parlait... était parti en Corée du Nord monter cette usine. Alors, on est parti. Déjà, faire une usine comme ça, il faut avoir un calibre de montre. C'est pas les horlogers suisses ne voulaient pas donner un calibre de montre. On a trouvé un génie de la mécanique qui n'avait pas du tout une... Qu'est-ce que c'est un calibre de montre? Le calibre, c'est le mouvement de la montre. Il doit avoir une certaine épaisseur, il doit avoir... Donc c'est le plan de montage de tous les mouvements de la montre? Non, c'est la base, ce sont les pièces sur lesquelles vont s'accrocher toutes les autres pièces. D'accord. Et lui, c'était un génie de la mécanique, ce monsieur, il s'appelait Voumar, et il avait une usine de machines, mais pas d'horlogerie. Il a dit, moi j'en ai dessiné un, je vais vous dessiner votre truc, etc. Et après, il a fallu commander les machines, etc. Donc il y a eu à peu près 1 an et demi de préparation pour faire tous les dessins. On avait une pièce remplie comme celle-ci qui était pleine de dossiers et de dessins. Et puis et là, on voit le rôle des banques. Il fallait financer ça. Et je suis allé voir Paribas Suisse, qui était indépendante de Paribas Paris. Et j'ai dit, voilà, on va signer ce contrat-là, mais j'ai besoin d'1 million. Ce qui est raisonnable. C'était raisonnable, puisqu'ils croyaient en moi. Ils ont dit, bon Yves, on vous prête 1 million. Vous avez des garanties? Non, j'ai pas de garantie. Bon. Mais le contrat va être signé, il va être signé. Bon, ils m'ont prêté 1 million. Aujourd'hui, non, ils m'ont pas un centime. Hein. Et donc, avec 1 million converti je sais pas quelle est la monnaie en Corée du Nord, je sais même pas comment. Non, c'était 1 million pour faire les dessins des donc pièces. En Suisse, c'est ça, toute l'ingénierie. Ouais. Et bon, moi, le contrat était un contrat de 42 millions, quand même. Et là, ils ont signé le contrat avec nous, mais alors là, on apprend la négociation. Heureusement, j'avais un associé. Mon associé était... il s'y connaissait, il avait un grand sens de la psychologie et du théâtre. Et on a négocié les prix, alors parce que il y avait une délégation là qui négociait chaque chose et qui voulait des réductions. Ah non, mais Pyongyang nous dit que si on n'a pas, etc., faites-nous encore, etc., pour baisser le prix ici. Alors, comme on connaissait un peu la musique asiatique, on avait pris un petit peu de marge, etc.
Et puis un jour, on arrête, on arrête, non, on peut plus. Non, mais faites-nous encore, baisser encore de 2,5%, etc. D'un côté, on a tout essayé. Les fabricants de machines, ils veulent pas, on peut pas baisser les prix. Bon, alors tant pis. On en parle à Pyongyang. Le lendemain, ils nous disent, écoutez, on a reçu l'ordre de rentrée. Ah bon, je devais 1 million à Paris-Bas. Hein. Bon, on a reçu l'ordre de rentrée, mais ce soir, on vous invite à dîner à l'hôtel pour l'amitié des peuples, etc. Bon, on a dit, bah, avec plaisir, on va aller, etc. Alors, donc à Pyongyang. À Pyongyang, le reste. Non, à Genève. À Genève. Et là, on a l'hôtel, alors discours, etc. Et puis, alors bon retour à Pyongyang. C'était une expérience extraordinaire. On se comprend, voilà. Et là, au revoir. Demain, on ira vous dire au revoir à l'aéroport, etc. Le chef de la délégation dit, je vous accompagne à vos voitures, etc. Puis là, il nous dit, demain, réunion à 9h. Et à midi, le contrat, il était signé. C'est tout un jeu comme ça. Il faut avoir les nerfs. Il faut avoir les nerfs. Ah, parce que ça faisait des mois que ça durait. Bah oui, parce que là, j'essayais pas en tant que conseiller. En tant que patron. Consultant. Non, j'essayais en tant qu'entrepreneur. En tant puis patron d'industrie, quoi. C'est-à-dire oui. Avec 1 million de dettes. Oui, mais alors pour ces opportunités, c'est pas des choses qu'on négocie. La vie d'entrepreneur, c'est moi je suis un peu comme un entrepreneur chinois. Hein, c'est en fonction des opportunités. Qu'est-ce qu'il arrive un jour? Pourquoi j'ai fait de la construction? J'ai eu une très grosse entreprise de construction par hasard. Pourquoi? On vient nous trouver en nous disant, écoutez, vous avez l'expérience internationale, nous on ne l'a pas, mais on a créé un consortium et la Banque islamique de développement veut nous confier la construction de la banque et des bâtiments d'habitation pour le personnel. Ah bon? Oui. Et où? C'est à Jeddah. Ah bon? Bon, j'ai envoyé un de mes gars à Jeddah pour voir. Il a parlé avec le président, il a dit oui, on veut donner à cette société suisse là, etc. Ah bon, d'accord. Alors, il faut sortir des garanties financières. Il faut aller rapidement parce qu'on doit construire cette banque rapidement. Bon, on fait le nécessaire et là tout d'un coup, le bureau d'ingénieur qui avait tout mis au point avec son consortium dit le consortium est dissolu. J'ai dit, attendez, mais j'ai signé, moi. D'accord. Hein? Oh, bon, vous ne faites pas de soucis, on va remonter un consortium. On ne remontait pas de consortium. Ils cherchaient, etc. Un jour, je reçois un téléphone, vous venez à Jeddah. On arrive à Jeddah, le président, il nous dit, si on ne signe pas dans les 24 heures, j'appelle toutes les garanties. Et là, j'en avais aussi pour près d'1 million de garanties. Garantie de l'offre, garantie de bonne finition, etc. J'ai été obligé de signer. Mais je devais commencer le chantier 30 jours plus tard. Parce que, tu vois, bon, je téléphone à Genève, je dis rassemblement de toute la boîte là. Il faut trouver une solution. Je crois que j'ai une idée, je vous rappellerai tout à l'heure. Je lui ai dit, écoutez, faites des panneaux de chantier, parce qu'au lieu de me donner le contrat, ils ont dit, on va envoyer une mission pour voir vos réalisations. J'ai dit, ça c'est une bonne idée, c'est une excellente idée. Vous voyez, il faut avoir une réactivité. J'avais créé une entreprise avec des gens où le plaisir, le défi, ils n'étaient pas comme des employés, ils étaient là pour faire des projets.
Et les Chinois, c'est ça. Ils font des projets. Et qu'est-ce qui coince alors dans la communication entre l'entrepreneur français qui arrive en Chine et qui a envie de réussir, de travailler, qui déballe, et quels sont les points d'accroche qui manquent? Souvent, il vient avec un peu d'arrogance en disant nous savons, j'ai la technologie, j'ai ceci, j'ai cela. Ils sous-estiment le chinois de manière générale. On sous-estime les Chinois. Les Chinois, ils ont plus d'ingénieurs qu'il y en a en France, hein. Ils ont plus de scientifiques qu'il y en a, plus de médecins, plus de tout, etc. Ils n'ont pas besoin de nous pour inventer. Aujourd'hui, si vous prenez les brevets qui sont déposés, il y a plus de brevets qui sont déposés par les Chinois que par même les Américains. Hein. Et puis le pire, c'est quoi? C'est de faire perdre la face à... Oui, alors parce qu'en les traitant comme ça... En les infantilisant quelque part. Il y a une perte de face, oui. Et ça, c'est rédhibitoire en Chine. C'est rédhibitoire. Alors après, quand ils commencent à se rendre compte que c'est pas aussi facile qu'ils avaient pensé, et ça c'est la différence, ceux qui vont traiter les affaires du côté français, qui vont traiter les affaires en Chine, c'est pas le patron. Hein, c'est un chef ingénieur, c'est un directeur, etc. Mais il n'a aucun pouvoir de décision. Ah, et pourquoi non? Parce que c'est celui qui sait, et ensuite il vient... Parce qu'ils vont négocier, etc. Puis après, il faut qu'ils téléphonent à Paris, s'ils sont d'accord ou pas d'accord. Bon. Quand je vois les Italiens, même les petites entreprises, les entreprises, c'est toujours le patron qui va. Mmh. Et lui, il peut décider sur place. Alors, il va négocier comme un marchand de tapis, quoi. D'accord. Mais s'il veut le faire, il le fait, c'est lui qui décide. Donc le Chinois, il est en face de lui, celui qui décide. Et ça passe bien. Et Accor, par exemple, a compris que pour où on a commencé à se développer, c'est quand Paris a commencé à s'impliquer beaucoup plus en envoyant des Français, parce que pour le Chinois, qu'une société française envoie des Australiens, c'est comme si on envoyait des sous-fifres. Comment on arrive justement à ton parcours? Est-ce que tu es bien né, ou est-ce que tu étais prédisposé? Est-ce que tu viens d'un quartier populaire avec tes parents? Comment est-ce que ça s'est passé pour arriver à un profil comme le tien? D'où tu viens? Alors, je veux dire que oui, je suis bien né, mais pas dans l'idée que se font les gens qu'ils appellent bien nés. J'avais des parents extraordinaires qui ont eu beaucoup de difficultés dans leur vie. Et moi, je suis né à Paris en 1934, et en 1938, mon père, qui était journaliste à l'Intransigeant à Paris, qui était le journal de Louis Dreyfus, c'était le François de l'époque, a perdu son travail. Et, bon, là, on a quitté Paris, on est descendu dans le Midi, on est descendu à Antibes. Donc, au début de la guerre, on était à Antibes. Et là, ma mère a monté une maison de haute couture, et mon père était reporter photographe. Et lui, il avait été envoyé en Allemagne en 1937 à Nuremberg pour les grands congrès national-socialistes. Il avait bien compris ce qui allait se passer. Hein, il n'y avait pas... Chamberlain, il aurait bien fait d'y aller aussi. Et Daladier aussi, ça aurait dû y aller. Donc Chamberlain et Daladier, pour rappel, c'est ceux qui sont revenus en disant il n'y a pas de problème, ça va bien se passer. Oui, voilà. On va s'arranger. C'est des gars chouettes en fait, ça va bien se passer. Oui, on va s'arranger. Ouais. Bon, avec le succès donc au début de la guerre, on était là, mais on n'était pas du Sérail. Il faut dire que je suis de mère juive et de père pas juif du tout. Mais il avait une grande qualité, c'est qu'il avait un passeport suisse. Bon, voilà. Toujours est-il, on a été dans... Donc tu es franco-suisse, quoi. Oui, franco-suisse. Alors, ce qui s'est passé, c'est que moi j'avais 6 ans,
j'avais 5-6 ans en 39. Et là, en 40, on était sous tente. Enfin, mon père n'était plus là. Elle était avec ma mère sous tente. J'avais mon frère aîné qui avait 1 an plus que moi. Et j'avais mon petit frère qui était né en janvier 39. Et là, on campait sous tente. Et pour avoir du lait, on avait des tickets. Eh bien, la laiterie ne voulait pas nous vendre de lait. Parce qu'on était un peu comme des Romain Michel, quoi. On avait une tête qui n'était pas comme il fallait. Et on allait à la gendarmerie. Mes premiers contacts avec la gendarmerie, j'étais fasciné par les bottes des gendarmes et les pantalons bleus avec la bande noire, qui nous accompagnaient à la laiterie pour les obliger à nous vendre du lait. J'ai commencé tout de suite à comprendre qu'il y avait... on n'est pas dans le meilleur des mondes. On est tous égaux, mais il y en a des un petit peu plus égaux que les autres, quoi. Voilà. Bon, après, on s'est établi plus facilement à Antibes. Là, malheureusement, mon frère aîné est mort de la diphtérie. Moi, j'ai passé entre les gouttes, on ne sait pas pourquoi. Bon. Mais en 41, on avait bien compris que ça n'allait pas être bon pour nous. Mon père était en Suisse, moi j'étais avec ma mère. Finalement, on a eu le droit de venir en Suisse. On est rentré en Suisse en 41. Donc j'ai fait mes écoles en Suisse. Et là, mon père, il avait commencé comme reporter photographe, quoi. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'après la guerre, Genève est redevenu une place internationale avec l'ONU, le BIT, l'OMS, l'immigration, etc. Donc moi, j'ai connu, comme enfant, souvent, je me rends compte qu'on ne reconnaît pas la capacité des enfants à se rendre compte de ce qui se passe autour d'eux. On croit qu'ils sont là avec leurs jouets. Ils ne comprennent pas grand-chose. Ils comprennent, même si on n'exprime pas, mais on comprend très bien. Voilà ce qui se passe. Donc on a une perception du monde extérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la racine ou l'environnement familial. Il y a l'environnement qui fait qu'on est plus ou moins formaté. Donc, arrivé en Suisse, d'ailleurs, on n'était pas absolument les bienvenus, pour vous dire la vérité. Et puis moi, je me mettais beaucoup de choses en question, parce que j'avais vécu des choses que les gens en Suisse ne connaissaient pas ou ne voulaient pas voir. Oui. C'est-à-dire? Oui. Bon, pour eux, tous ces immigrants, c'était des sujets à risque. Parce que je dis, qu'est-ce qui va se passer? Les Suisses, ils n'étaient pas certains que finalement ils ne seraient pas envahis par les Allemands non plus. Voilà. Et puis alors, dès qu'on est différent, on arrive dans des milieux qui sont fermés. Aujourd'hui, les jeunes ne se rendent pas compte qu'est-ce que était la vie dans les années 40, 50, 60. C'était une vie de conformiste. Il n'y avait pas encore eu mai 68. C'était une vie conformiste. Donc moi, forcément, je ne pouvais pas être un conformiste. J'ai fait mes études, j'ai appris déjà avec mon père la photographie, à 15 ans en chambre noire, mais ensuite la photo, les reportages. Comme j'étais au lycée, il fallait que je travaille plutôt le week-end ou le soir. C'était les matchs de football, les courses cyclistes, les matchs de boxe, les courses à pied, voilà, les courses de ski. Donc, moi, la photo, j'ai été... Mais surtout, mon père recevait de Paris les journalistes, puisqu'il était correspondant pour les journaux français et des agences étrangères, américaines. Et qu'est-ce qui est arrivé? De fil en aiguille, en 54,
C'est comme ça qu'il y a eu, après Dien Bien Phu, il y a eu la conférence asiatique à Genève. J'avais une carte de presse, de photographe, que j'ai rencontré spécialement John Lai, ce qui est dans mes fichiers à Pékin. Après, j'étais en train de passer les examens du bac suisse, qui s'appelle la maturité. Et à ce moment-là, pendant cela, commence le championnat du monde de football, le premier après la guerre, en 1954. Mon père ne parlant pas l'anglais, j'étais là, et puis finalement, cette agence de presse anglaise m'a dit, écoutez, on vous engage, mais vous organisez la logistique, etc., parce que quand on fait une photo, c'est la première photo qui arrive dans un journal qui va être publiée. Et à l'époque, il y avait les éditions spéciales. On tirait l'édition spéciale. Alors il fallait qu'il y ait une édition spéciale à la fin d'un match, avec les résultats du match, les inscriptions, que les gens se passaient au téléphone. Il fallait les photos. Donc les photos, il fallait qu'elles soient à Londres, déjà, pour qu'elles soient vendues à la fin du match. Donc la course, c'était de faire des photos le premier quart d'heure, d'aller les développer, les tirer, de les amener pour envoyer en Bellino ou en radio-photo. Donc, il y avait toute une logistique. Quand j'ai commencé, la logistique comme ça, à organiser. Et comme je parlais l'anglais, l'allemand, voilà, j'ai fait tous les matchs, y compris la finale, quand les Allemands ont gagné, contre les Hongrois. Aux grandes dames de tout le monde, les Allemands avaient gagné. Voilà. Donc j'ai été mêlé à une vie, comme nous étions correspondants de journaux français, comme Radar était là, des fois qui inventait des événements, il fallait créer l'événement pour faire des éditions que les gens voulaient acheter. Donc c'était tout, c'était des accidents, j'étais en montagne, il fallait y aller. On ne savait pas ce qu'on allait faire une demi-heure après. Donc t'as pas été pistonné en fait, tu t'es fait par toi-même. Ah ben oui, justement. De toute façon, voilà. Papa et maman, ils n'avaient pas de réseau, quoi. Ah non. Et en 55, j'étais à l'université encore, je suis allé en Pologne. En Pologne, pourquoi? Parce qu'il y avait le premier festival des jeunesses communistes d'après-guerre, et là il y avait une délégation communiste suisse qui y allait, et j'avais des sympathies, etc., pour l'idée du communisme, du partage. Enfin, j'étais déjà dans tout, en sociologie, déjà très proche du 19e siècle, enfin, de tous ces mouvements, etc. Il y avait qu'à lire Victor Hugo, ça dépend beaucoup de la formation. Comment se forme l'esprit et l'âme des personnes pendant l'adolescence, par les lectures, par l'étude, par l'environnement dans lequel ils se trouvent. Et moi, je me trouvais un environnement bouillonnant. Bon, je suis parti avec la délégation, ils avaient aussi besoin, j'étais ailier gauche de football, ils avaient besoin d'un ailier gauche dans l'équipe. Donc j'étais vite accepté, et j'avais ma carte de presse et de photographe. Donc il y a eu le festival, avec des défilés, etc., bon, et des discours. Mais après la délégation rentrée, moi je suis resté en Pologne. Donc est-ce qu'on peut dire que pour toi, la recette un peu de toutes ces expériences pour les déclencher, pour trouver, c'est en fait de saisir les opportunités. C'est-à-dire à chaque fois qu'on disait est-ce que ça tente quelqu'un, Yves il levait la main en disant ouais je peux faire, ouais. Oui. Tu peux faire, oui je peux, et hop ça. Oui, mais ça dépend aussi de la personnalité de la personne, et comment se forme la personnalité de l'entrepreneur. Comme tu dis, il y en a, on dit, ils sont dans un milieu parce que ils sont d'une famille d'industriels, ils vont être industriels, ou il y a une famille de banquiers, ils vont être dans la finance. Et là, c'est là où moi j'ai voulu être dans l'économie réelle.
C'est pour ça que je suis allé en Pologne. Je voulais voir, je voulais comprendre comment fonctionnait la mentalité. Parce qu'il n'y a pas d'économie sans consommateurs, sans ouvriers, etc. Donc, quelle est la mentalité et comment ça fonctionne et pourquoi? Parce qu'il y avait une grande différence, je me suis aperçu, entre la Pologne et la Tchécoslovaquie. Tchécoslovaquie, ça marchait bien. Pologne, c'était la catastrophe. Donc, je suis revenu. Donc, moi, j'ai eu une vie d'étudiant, mais pas du tout comme les étudiants. Mais j'allais à l'université, et c'est là où j'ai rencontré en 54, 55, 57, on fait les études à ma époque, Paul Dubrul, qui lui, quand il revient des États-Unis, moi je ne peux pas aller aux États-Unis parce que j'avais été derrière la ligne de fer, évidemment. Donc c'est le patron d'accord à l'époque? Oui, le patron d'accord à l'époque, c'est lui l'initiateur de l'idée. Il est revenu en me disant, j'ai une idée. Moi j'étais chez IBM encore. Ah ouais, c'est quoi ton idée? Voilà, je veux faire une chaîne d'hôtels. Ah oui, et voilà l'objectif, 100 hôtels. Oh, bon, 100 hôtels, bon. Personne n'a cru à cette idée-là. On a travaillé, on a été aidé. On ne trouvait pas de financement pendant des années. C'est son papa, à lui, qui a mis l'argent de départ pour le premier hôtel qui a été fait à l'Île-les-Quins. Bon, il a bien investi, le papa. Il n'a pas regretté d'avoir misé sur son fils, non, et d'autres non plus après. Oui, voilà. Donc, les aventures se créent sur des relations personnelles et sur des personnalités. Et c'est ça qui est le véritable moteur. Donc, chercher à connaître les gens. Oui, on cherche à connaître. Donc moi, j'allais toujours au-devant pour chercher à connaître les gens. Donc quand j'ai terminé à l'université, ma licence, j'ai encore fait l'Institut des transports et d'économie maritime, parce que je pensais que je n'allais pas rester en Suisse, vu que comme je n'étais pas trop apprécié localement, je pensais aller, etc. Donc je suis parti à Hambourg, et puis je me dis, je vais apprendre l'allemand pour parler comme un Allemand. Parce que comme c'est tous les 25 ans, 70, 14, 18, 39, 45, la prochaine, il faut que... Un coup c'est d'un côté, un coup c'est de l'autre, mais dans tous les cas, ça... Ouais. Oui, bah, ça prend toujours, c'est presque toujours du même côté, hein, ça que c'est venu. Oh bah, en 14, c'était pas les Allemands? C'est parce que, pas la déclaration de la guerre, mais l'empereur Maximilien, il avait son plan. Mais pour une fois, c'est pas lui qui a été le premier à dire qu'il fallait y aller, parce qu'on pensait qu'on était plus fort. Je me dis, la prochaine fois, moi, je veux pas être dans une tranchée ou des tombes. Et c'est pour ça que cette connaissance de l'autre, c'est ça qui est important. Eh ben, merci beaucoup, Yves. Voilà. Merci pour cet entretien. Et puis, bah, oui, c'est un vécu riche et surtout qui peut inspirer, surtout dans ce contact en fait entre les personnes, où on a vu que, en cherchant à s'intéresser aux autres et à rendre service, parce qu'en fait, dans beaucoup de cas, j'ai l'impression que tu étais prêt à rendre service là où tu pouvais être utile. Et ça a marché en Afrique, en Corée du Nord, en Chine, en Suisse. Donc, il y a vraiment des passerelles en fait qu'on peut exploiter pour être utile à des endroits complètement impensables quand on se lance, quoi. Voilà, c'est le sens du partage. Merci beaucoup. Au revoir. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette interview. Puisque vous avez aimé, pensez à vous abonner à la chaîne Grand Angle Entrepreneur en appuyant bien sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Merci aussi de partager avec votre entourage, ça nous aide beaucoup à faire connaître la chaîne. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.